Bienvenue tout le monde dans une autre partie, la partie qui concerne la programmation en assembleur. Pour cela, on va utiliser l'émulateur Win1086. Pour le télécharger, donc, il suffit seulement de taper sur Google EMU Win1086. Donc, vous trouvez ce premier lien. Donc, vous allez le télécharger, EMU Win1086 Microprocessor Emulation. Donc, cliquez sur télécharger. Une fois téléchargé, vous allez l'installer. Donc, il est simple. L'installation est simple. Cliquez sur Setup. Vous acceptez oui. Et vous cliquez sur Next. Next. Vous choisissez une destination ici. Moi, je l'ai déjà dans mon ordinateur. Et vous cliquez sur Finish. Il y en a plusieurs logiciels de simulation. Donc, le plus simple et le plus basique, c'est l'émulateur Win1086. Donc, c'est un logiciel qui est simple. Donc, voilà, on va cliquer sur EMU Win1086. Donc, vous pouvez créer un nouveau projet ici. En choisissant comme template. Donc, et vous aurez l'environnement de développement ici. Donc, c'est là que vous allez écrire vos programmes. Donc, pour compiler et simuler, donc vous avez ces deux boutons-là, compiler, émuler. Donc, je vais directement émuler ce petit programme-là. Donc, juste pour vous montrer les ressources disponibles qu'on va simuler. Donc, quand on simule notre programme, là, on a les registres qui sont affichés ici. Donc, voilà les registres AX, BX, CX, DX et les autres CS, IP, SS, Stack Segment, Pointer, les BP, SI, DI, DS. C'est-à-dire tous les registres de ce microprocesseur. Là, vous avez la possibilité d'exécuter automatiquement ou en passant par instruction, étape par étape. Cliquons sur Single Step. Ok, ça va nous aider à mieux afficher le changement de registre et des cases de mémoire étape par étape. Parmi les ressources qu'on va utiliser, c'est l'accès à la mémoire en cliquant sur auxiliaire et puis memory. Donc là, on aura la possibilité d'afficher la mémoire, donc soit sous forme d'une table ou d'une liste. Et on va choisir les zones de mémoire selon les segments. Donc aussi, on peut afficher des variables. Donc si on déclare des variables ici, on peut les afficher. Donc, on peut afficher les flags. Donc si on a des opérations qui changent de contenu des flags, donc on va les afficher ici et les analyser. Et ainsi de suite. Donc on aura une panoplie d'options sur ce logiciel-là à travers Single Step, donc à travers l'observation d'étape par étape. Donc maintenant, avec la structure générale d'un programme en langage assembleur, donc suivant l'émulateur Win1086. Donc tout d'abord, on va commencer par choisir un modèle de mémoire. Donc ici, c'est point modèle small. Donc cette instruction-là permet de choisir un modèle de mémoire pour le code et pour les données. Surtout, il faut initialiser le CS et le DS, donc qui sont respectivement le segment de code et le segment de données. Donc ici, l'instruction .model small, il va donner 64 kilooctets pour ces deux segments-là. C'est-à-dire, donc, je rappelle qu'un segment, c'est une zone dans la mémoire, c'est une partie de la mémoire. Donc, puis, il faut choisir .data. La structure, toujours on est dans la structure .data. Donc, dans cette partie-là, on déclare les variables et les tableaux et les chaînes de caractères. C'est dans la zone ou dans la section .data. Puis, vous avez la section code, main, post, and pay et end main. Donc,
Ces sections-là, c'est la section qui va contenir les instructions qui vont être exécutées au langage assembleur. Donc, il y en a deux sections. Il y en a la section de données et la section du code ou des instructions. Donc, je vais commencer par des données. Donc, il y en a trois. Donc, les variables, tout d'abord. Donc, comment on déclare les variables en langage assembleur ici dans la section .data. Donc, vous avez trois champs. Donc, vous avez l'identificateur, par exemple X. Vous avez le type. Donc, ici, vous avez à choisir soit entre DB donc, ou DW. Donc, je vais mettre des commentaires. DB, c'est data byte, c'est-à-dire 8 bits. Ou vous pouvez choisir DW, c'est data word, c'est-à-dire 16 bits. Donc, ici, j'ai choisi DB, donc, et je donne une valeur initiale. Par exemple, si je donne 12H, donc cela veut dire que la valeur 12 est en hexadécimal. Donc, cette valeur est en hexadécimal, c'est 1, 2. Y, pareil, data byte, si vous mettez 12D, c'est en décimal. Donc, et dans la section point code, donc, vous devez tout d'abord commencer par ajouter ces deux instructions-là. Donc, ces deux instructions-là permettent d'initialiser l'adresse du segment de données. Donc, comme ça, on va relier la section .code avec la section .data. Donc, je vais simuler pour vous montrer. Donc, voilà notre programme. Et vous avez la mémoire. Donc, je vais vous afficher la mémoire sous forme d'une liste. Donc, si on exécute le programme instruction par instruction, donc, voilà, le segment, c'est DS Data Segment. Donc, les données, ils sont dans le segment 710. Donc, si on affiche le segment 710, donc, vous allez trouver en premier lieu la valeur 12, 1, 2. Donc, c'est la première case. Et la deuxième case, c'est 12 en décimale. Donc, puisqu'ici les valeurs sont affichées ici en hexadécimal, donc c'est 0C. Donc, 12 en hexadécimal, c'est 0C. Donc, puis, on peut déclarer des tableaux. Donc, vous pouvez déclarer des tableaux. Donc, un tableau, comme vous le savez, donc c'est un ensemble de cases de mémoire, donc qui sont successives dans la mémoire. Donc, ils vont suivre la même structure que les variables. Donc, en mettant tab, en choisissant le type. Donc, vous pouvez choisir data byte ou data word. Donc, vous êtes libre. Ok, vous initialisez des valeurs en mettant des virgules. Là, on a initialisé 4 cases, donc qui sont initialisées respectivement par 1, 2, 3 et 4. Donc, toujours, j'affiche la mémoire, donc 710, et je les affiche sous forme de... Donc là, vous allez remarquer que les deux premières cases, c'est pour les deux variables que j'ai déclarées, x et y. Donc, le tableau, donc, c'est 1, 2, 3 et 4. Yeah. Donc, il y en a une autre méthode pour déclarer les tableaux. Donc, c'est le fait de copier plusieurs cases avec la même valeur. Donc, c'est le fait d'utiliser dup. Donc, c'est-à-dire dup, c'est copier 10 fois, par exemple, la valeur 2. C'est-à-dire, votre tableau va contenir 10 cases avec la valeur 2. Toujours le segment 710. Donc, vous allez trouver ici 10 cases qui ont la même valeur de. Donc, maintenant, pour les chaînes de caractères, donc si on veut par la suite traiter des chaînes de caractères, donc c'est simple.
Donc, toujours la même structure. Le nom ou l'identificateur. Donc, le type. Donc, vous écrivez un message. Donc, ici, il faut mentionner la fin de la chaîne de caractères par le caractère $. Je vais ajouter un commentaire. $, c'est la fin de la chaîne de caractères. Donc, vous pouvez même ajouter des codes, comme par exemple 1310, qui signifie retour à la ligne. Donc, je commente ici. 13,10, c'est retour à la ligne. Donc, maintenant, avec les instructions, donc on va commencer par l'instruction move. Donc, l'instruction, donc, c'est une instruction de transfert. Donc, move, c'est transfert d'opérande 2 vers opérande 1. Donc, droite vers la gauche. Donc, c'est-à-dire coup de pied, l'élément OP2 vers l'élément OP1. Donc, les opérandes peuvent être un registre avec un registre, c'est-à-dire le fait d'affecter un registre vers un autre registre, une case de mémoire vers un registre, ou l'inverse. On peut y avoir registre vers une case de mémoire, un registre avec une constante, donc c'est dans le mode immédiat, donc par exemple une valeur, ou une case de mémoire qui va recevoir une valeur, donc que ce soit avec le mode d'adressage direct ou avec le mode d'adressage indirect. Donc, une chose qu'on ne peut pas mettre avec les instructions en assembleur, c'est le fait d'avoir une case de mémoire vers une case de mémoire. Pourquoi? Parce que le microprocesseur ne peut pas accéder à deux cases de mémoire simultanément. Donc, il a un seul bus d'adresse, donc il doit sélectionner qu'une seule adresse dans chaque instruction. Donc, pour faire cela, il faut passer par un registre intermédiaire. Donc, on ne peut pas faire ce type d'instruction, mémoire, une case de mémoire vers une case de mémoire. Donc, on va voir quelques exemples. Donc, par exemple, on peut faire transfert d'une constante vers le registre AX. Donc là, c'est le fait de copier cette constante-là, 1,5EF en hexadécimal, dans le registre AX. Donc, c'est le mode immédiat ici. Donc, on peut faire passer cette valeur donc, de AX vers CX, toujours en utilisant move. Donc, c'est le fait de copier le contenu de AX dans CX. On peut mettre dans BL un caractère. Donc, voilà, on va remarquer les registres. Par exemple, ici, comme j'ai dit, AX va recevoir 25EF. Donc, voilà le registre AX. Donc, il va être initialisé par cette valeur. Donc, la deuxième instruction, c'est AX vers CX. Donc, on va remarquer que le contenu de CX va changer. Donc, il va recevoir la même valeur. Et puis, BL, donc c'est la partie low de BX. Il va recevoir le code ASCII de A. Donc, on va voir les codes ASCII parce que ici, j'ai mis A majuscule. Donc, normalement, il va recevoir la valeur 65. Donc, on va voir quel code en hexadécimal. Donc, il va recevoir 41 en hexadécimal. Donc, après... Donc, le BL a reçu 41 en hexadécimal. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec une ronde? Par exemple, le CN va recevoir aussi le code ASCII de A. On peut mettre une constante FH dans CH, c'est-à-dire dans la partie high. Move BX 1, 2, 3, 4 en hexadécimal. Et entre crochets BX qui va recevoir CX. Donc, je vais expliquer ce qu'on a fait dans ce petit programme. Donc, le CL va recevoir le code ASCII de A, qui est la valeur 41. Et ici, donc, CH va recevoir un F, donc c'est la partie high. Donc, cette partie high de CX va recevoir un F.
Donc, en total, la valeur dans CX, c'est un F41. Donc, puis, move BX, donc 1234. Donc, le BX va être écrasé. Et la dernière instruction, on a utilisé le mot d'adressage indirect. Donc, c'est-à-dire on a utilisé le BX comme un pointeur. Donc là, on doit accéder à la mémoire. Et on va sélectionner cette adresse-là, 1234, parce que le BX, il contient 1234. Là, ça va être une case de mémoire d'adresse 1234. Donc, qu'est-ce qu'il va recevoir, cette adresse-là? Il va recevoir le contenu de CX. Donc, vous allez remarquer que là, 1234 et 35, ils ont reçu 41 et 1F parce qu'il a pris 2 octets ici. CX est codé sur 16 bits, c'est-à-dire 2 octets, donc il va prendre 2 octets. Le premier octet, c'est 41 et le deuxième a pris 1F. Maintenant, on va voir quelques opérations arithmétiques qui vont être nécessaires dans les programmes qu'on va écrire en assembleur. Donc, comme l'addition, la soustraction, l'incrémentation, la multiplication et la division. Donc, comme on a dit tout à l'heure, que les instructions en langage assembleur sont des mnémoniques ou des abréviations en anglais. C'est-à-dire, si on veut faire l'addition, donc c'est tout simplement à travers l'instruction add. C'est l'abréviation de addition ou addition in English. Donc, pour faire l'addition, donc on va prendre quelques valeurs dans des registres, par exemple 13H en hexadécimal. On va prendre BX, donc il va prendre H. Donc si on veut faire l'addition entre AX et BX, donc comme je dis toujours, donc le sens de traitement c'est droite vers la gauche. Donc c'est-à-dire l'addition est ici. Donc on va faire l'addition entre BX et AX et le résultat va être stocké dans AX. Donc c'est comme si on a fait comme ça. AX plus BX. Toujours le résultat va être stocké dans l'opérande qui est à gauche. Donc si on simule ce qu'on a fait, donc vous allez voir qu'ici AX a reçu 0013 parce qu'ici j'ai mis une valeur sur 8 bits, donc il va compléter la partie high bar de 0. Donc 14 FF. Donc, et le résultat qui va être dans DX c'est 15 12. Donc on va voir. En hexadécimal, donc on a pris la valeur 13 plus 14 FF, donc ça va donner 1,5, 1,2 en hexadécimal, donc c'est ce qu'on a eu ici. Donc la même chose si vous voulez faire la soustraction, donc c'est en utilisant l'instruction sub, donc toujours on peut sub, cette fois-ci BX avec AX. Donc cela veut dire que c'est BX qui va recevoir, pardon, BX moins AX. Donc c'est l'abréviation de subtraction. Donc c'est la soustraction. Donc, et vous allez avoir les mêmes résultats. Donc après la soustraction, c'est le résultat de BX qui va changer de valeur. Donc c'est 14 EC. Donc toujours si vous voulez tester, donc on peut faire ça sur calculatrice en hexadécimal. 14 FF moins 13. Donc ça va donner 14 EC. Donc sinon si vous voulez faire ça manuellement, donc, vous pouvez faire une conversion en décimale et faire la soustraction et puis en hexadécimal pour vérifier la même valeur. Troisième opération, c'est l'incrémentation. Donc, ça veut faire une incrémentation pour une décrémentation. C'est tout simplement INC. Donc, l'incrémentation et la décrémentation sont des instructions qui sont binaires, c'est-à-dire qui sont appliquées sur un seul opérand, un seul registre. Par exemple, incrémenter AX. Donc, après l'incrémentation, ça va devenir 14.
Donc, sinon, vous pouvez décrémenter BX. Bon. C'est décrémenter c'est moins 1, incrémenter c'est plus 1. Donc, plus 1 et c'est moins 1. Très bien. Maintenant, avec la multiplication et la division. Donc, le principe de multiplication, des instructions de multiplication est différent. Donc, tout d'abord, l'instruction cmul. Donc, c'est une instruction 1 heure. Pourquoi 1 heure? Parce que l'opérand 2 est toujours AN. Donc, il est fixé sur le registre AN. Donc, ce que vous pouvez choisir, c'est seulement le deuxième registre. Et le résultat va être par défaut stocké dans AX. Après la multiplication, l'instruction de multiplication stocke le résultat par défaut dans le registre AX. Donc, ce qu'on peut changer, seulement le deuxième registre. C'est-à-dire, si on met mul BN sur 8 bits, donc la machine va faire AN fois BN et il va stocker le résultat dans AX. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir. Donc, supposons qu'on veut faire une multiplication donc, entre BN qui va recevoir 4. Donc, ici, c'est en décimal. Et le AN va recevoir 15. Donc, si je lance mul BN, donc par défaut, donc AX pour AN fois BN qui vont être stockés dans AX. Le résultat, on va le trouver dans AX. Donc voilà, donc le BN a reçu 4, le AN a reçu 15. Donc on va voir ça sur machine, ça va nous donner combien? Donc 4 fois F, c'est 3C. Donc on va trouver cette valeur 3C, donc c'est dans le registre AX. Donc voilà. C'est le registre AX qui a maintenant le résultat. C'est-à-dire, si par la suite vous voulez manipuler le résultat de cette multiplication, donc il faut manipuler le registre AX. Donc, toujours, vous faites attention si, par exemple, encore, si je mets CN7 et si je lance 1000 CN, que va être le résultat? Donc, on va voir. Donc, on est dans la multiplication. Qu'est-ce qu'il va faire cette fois-ci? Il va stocker 7 dans CL. Mais qu'est-ce qu'il va multiplier ici? Bon, mul CL. Il va multiplier CL par le contenu actuel de AL. C'est-à-dire, ça va être multiplié par 3C. Donc, on va vérifier si on multiplie ça. Donc, normalement, on doit trouver 1 à 4. Parce qu'il doit multiplier la valeur 3C par 7. Donc, et c'est ce qu'on a eu ici. Donc, c'est le même résultat. Donc, toujours, il faut faire attention. Quand vous lancez une opération de multiplication, donc, vous pouvez changer que le deuxième registre parce que le premier, c'est toujours fixe, AL. Il faut faire attention. Toujours, il faut choisir un registre avec AL. Donc, maintenant, avec la division, c'est le même principe. Donc, si vous voulez faire la division, toujours c'est avec une instruction 1 heure. Donc, div un registre. Pour une case de mémoire, on va voir des exemples. Donc, par défaut, c'est le registre AX qui va être divisé par un registre sur 8 bits. Et vous avez ici deux résultats. Un quotient et le reste. Le quotient est stocké dans le registre AN, c'est-à-dire dans la partie low, et le reste de la division est stocké dans AH. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, c'est-à-dire si vous voulez diviser une valeur, par exemple, je dirais 145, divisé par 9, il faut mettre la valeur 145 obligatoirement dans AX parce que l'instruction de division va prendre en considération AX et la valeur 9, vous pouvez choisir un registre que vous allez mettre dans l'instruction. Par exemple, move AX 145 et vous pouvez choisir BL
Par exemple, 9. Si vous lancez div bn, donc le microprocesseur, automatiquement, va diviser AX par BN. Donc, c'est le même principe que la multiplication. On a le droit de changer seulement le dénominateur. Toujours le nominateur est fixe avec AX. Et comme j'ai dit, donc, le quotient stocké dans AN, le reste stocké dans la partie là. Ici, j'ai toujours cette valeur-là. Donc, le AX, il contient la valeur 145. 9. Si je lance la division, donc voilà. Donc, c'est 10 en hexadécimal. C'est la valeur 16. Et le reste de la division, c'est 1. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez manipuler après la division, le reste de la division, par exemple, si vous voulez le modulo, c'est le AH. Donc, si vous voulez le quotient, c'est le AN. Donc, c'est le principe de la division. Donc, maintenant, avec les instructions logiques. La plupart des instructions logiques affectent les registres d'état du processeur ou ce qu'on appelle les drapeaux. Donc, on a déjà vu, donc on a le carry flag, c'est-à-dire le drapeau de retenue, 0 flag qui indique l'état 0, signe flag positif ou négatif, dépassement de capacité donc overflow, et parity flag, c'est-à-dire pair ou impair. Donc pour cela, on va utiliser des instructions comme AND, OR, XOR et CMP, c'est-à-dire comparer. Donc l'instruction de comparaison, elle affecte seulement les drapeaux. Elle ne stocke pas de résultats parce qu'elle compare seulement deux opérants. Donc quand est-ce qu'on va utiliser ce type d'instruction? Quand on va prendre des décisions pendant l'exécution d'un programme. Surtout si on veut modéliser les conditions contre un langage de programmation tel que c'est if, else if, quand on va modéliser beaucoup de répétitions et tout ça. Donc, cette instruction-là n'affecte que ces drapeaux, n'affecte que le CF, le ZF, le SF, OF, et ainsi de suite. Les autres instructions, donc, telles que AND, OR ou XOR, sont des instructions qui modélisent la porte logique AND, c'est-à-dire la modélisation de ce tableau-là. Donc 0, 0 égale 0, 0, 1, 1, 0, c'est 0, et le 1, 1, c'est 1. Donc quand on va exécuter le OR, donc c'est le fait de modéliser le deuxième tableau du pour logique, et le troisième c'est pour le XOR. C'est-à-dire quand on lance une opération, donc il va faire l'opération bit par bit. Parmi les avantages du langage assemblaire, c'est le fait de manipuler des bits. Donc si on donne une valeur, donc, il va faire le AND bit par bit. Donc, on va voir quelques exemples. Le dernier groupe, c'est le NOT et NEG. Donc, l'instruction NOT n'affecte pas les drapeaux, donc il ne touche pas ces flags. Et par contre, l'instruction NEG n'affecte que les drapeaux CFZF, SF, OF, PF et AF. L'utilité de NOT, il inverse les bits. Quel que soit le bit, il va être inversé. Le 1 va devenir 0 et le 0 va devenir 1. Par contre, neg, c'est une instruction qui permet d'inverser le signe. Donc, c'est le fait d'inverser le signe. Si vous avez par exemple 5, ça va devenir moins 5. Si vous avez moins 2, ça va devenir 2. Donc, toujours en utilisant ce qu'on appelle le complément à 2. Passons maintenant au logiciel pour voir toutes ces instructions-là. Donc, comme j'ai dit, donc, on va prendre des valeurs dans des registres. Donc, on peut comparer le AX avec le BX. Donc, le résultat de comparaison, comme on a dit, il est stocké sous forme de flag. Il affecte les flags, c'est-à-dire le résultat, on va le sentir dans les flags. Donc, pour afficher les flags, juste pour voir les résultats, donc ici, on a l'égalité. Et le principe comme vous savez, le principe d'une comparaison, c'est une soustraction. Donc, s'ils sont égaux, donc, le résultat, ça va être 0. Donc, ce qu'on aura ici comme changement ici, c'est le ZF. Donc, voilà. Donc, le ZF a changé de valeur. Il est activé parce que le résultat de comparaison égale 0. C'est-à-dire qu'il indique que là, on a égalité. Même ici, on peut afficher
Donc, il nous a affiché que equal, c'est-à-dire les deux valeurs sont en égalité. Donc, puis, vous avez ce qu'on appelle les portes logiques telles que AND, OR ou XOR. Par exemple, si vous avez ces valeurs-là, donc c'est X, H, et là, je mets des zéros. AND AX, c'est X. Donc, va être une opération en binaire. Donc, je prends que des valeurs sur 8 bits. Donc, je prends le AL avec le MCN. Donc, comment il va traiter tout ça? Donc, il va convertir 15 en binaire. Donc, 4 bits, 4 bits. Donc, 15, c'est en binaire, c'est la valeur 0, 1. Et 5, c'est 0, 1, 1. Et la deuxième valeur, donc c'est 0, 1. F, c'est 4, 1. Donc, qu'est-ce qu'il va faire pour cela? Il va traiter bit par bit en appliquant le AND. Donc, 1 and 1, donc ça va nous donner 1. 0 and 1, c'est 0. 1 and 1, c'est 1. 0 and 1, c'est 0. Et le 1 and 1, c'est 1. Et le reste, c'est des 0. Je rappelle ici que, donc, juste pour donc 1 and 1, c'est 1. 0 and 1, c'est 0. 1 and 1, c'est 1. 0 and 1, c'est 0. Donc, ce qui va nous donner toujours, c'est 1F. Donc, si vous exécutez ce programme-là, alors toujours, on va trouver. Donc, Cn contient 1F. Donc, le résultat va être stocké dans le registre AN. Donc, c'est toujours la valeur 1,5. Maintenant, si on applique OR, si on change AND par OR, donc ça ne va pas être la porte logique AND qui va être appliquée, mais cette fois-ci, ça va être la porte logique OR. C'est-à-dire 0 ou 1, c'est 1, 1 ou 0, c'est 1, et 1 ou 1 égale à 1. Donc, on va changer tout ça. Donc, 1 ou 1, c'est 1. Cette fois-ci, 0 ou 1, c'est 1. 1 ou 1, c'est 1. 0 ou 1 va nous donner 1 cette fois-ci. Et 1 ou 1, c'est 1. Et le reste, c'est 3 0. Donc, le résultat final qu'on doit trouver, c'est F1. C'est-à-dire 1F dans le registre AN. Donc, on va vérifier. Donc, en premier lieu, on a AN égale à 15, CN égale à 1F et AN contient la valeur 1F. La dernière instruction, c'est XOR. Si vous changez ici, vous mettez XOR à la place de OR. Donc, c'est comme si on va appliquer le troisième tableau. Donc, s'ils sont différents, c'est 1. S'ils sont égaux, c'est 0. Donc, on reproduit tout ça. Donc, 1 XOR 1, c'est 0. Donc, c'est-à-dire, s'ils sont égaux, c'est 0. S'ils sont différents, donc là, ils sont différents, c'est 1. Donc là, ils sont égaux, c'est 0. Donc la différence, c'est 1. Donc égal. Donc c'est 4 0 à la fin. Donc le résultat final qu'on doit trouver, c'est 0A. Donc 10, en hexadécimal, c'est 1. Donc on vérifie. Donc AN, c'est 0.
Donc maintenant, il nous reste le not ou la négation, neg. Comme j'ai mentionné ici, not il inverse les bits. Donc je vais prendre not AN. Donc c'est le fait d'inverser les bits. Donc les 0 vont devenir des 1 et le 1 va devenir des 0. Donc 0, 0, 0 va devenir 3, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Donc le résultat final qu'on doit trouver dans AL, c'est A, E. Donc 15 et E, A. Donc voilà, le résultat final, c'est A. Donc le 0,7, parce qu'on n'a pas touché la partie high, donc on a modifié seulement la partie low, donc il a gardé l'ancien valeur. Maintenant, avec la négation, neg, donc il rend l'opérande négative en complément à 2, donc il inverse la valeur. Donc, quel que soit le contenu, donc il va être, donc, par exemple, ici, donc c'est moins 21. Tout à l'heure, la valeur qu'on avait, c'est 21. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé de signe. Donc maintenant, avec les instructions de contrôle. Donc l'instruction de contrôle dans un programme est une chose très importante. C'est à travers ces instructions-là qu'on peut prendre des décisions en faisant des certaines conditions. Pour cela, il y en a trois types. Donc, ce qu'on appelle les sauts inconditionnels. Donc, l'instruction de base, c'est l'instruction jump. Donc, quand on dit un saut inconditionnel, c'est sans condition. Donc, à chaque fois qu'il va trouver cette instruction, il va sauter. Jump, c'est sauter vers une étiquette. Donc, on va la nommer par la suite. Donc, une étiquette, c'est une destination. Quand on met jump vers une destination. Donc, il va sauter, que ce soit vers le haut, que ce soit vers le bas. Deuxième type, donc les instructions conditionnelles ou les sauts conditionnels. Donc, contrairement à l'instruction jump, donc qui effectue un saut inconditionnel, donc il existe des instructions qui effectuent des sauts conditionnels, c'est-à-dire avec des conditions. Donc, il y en a plusieurs types, parmi lesquels JE ou GZ, que c'est un saut avec condition d'égalité, c'est-à-dire là, il doit comparer entre deux opérandes. S'il y a une égalité, donc il va sauter. L'inverse, c'est JNE. Bon, ou GNZ, donc c'est la différence. C'est pour modéliser la différence. On peut appliquer le JA, le JAE, JB, JBE, c'est-à-dire supérieur. C'est-à-dire s'il compare deux opérandes, donc si la première est supérieure à la deuxième, donc avec si on parle des variables non signées, donc il va sauter vers une destination. Ou l'inverse, c'est JB, jump below, c'est-à-dire X inférieur à Y. JAE, JBE, c'est ou égal. Donc les deux, c'est-à-dire soit supérieur ou égal, soit inférieur ou égal. Donc il y en a plusieurs types, comme j'ai dit, donc soit qui sont appliqués sur des flags, comme le JC, c'est-à-dire il va sauter si le CF est activé, le JO, si l'overflow est activé, et ainsi de suite. Donc, pareil, donc il y a le JG, JGE, GN, GLE, donc ils sont similaires à JA et à JB, sauf ici qu'ils sont appliqués sur des variables signées. Donc, JG c'est comme JA, mais sur une variable signée. Il va prendre en considération le signe positif ou négatif. Et pareil pour GL, donc c'est comme JB, donc, mais sur une variable signée. Donc la dernière instruction, c'est JCX. Z, c'est-à-dire sauter si le compteur ou le registre CX égale 0, c'est-à-dire une instruction qui est appliquée sur un registre. Le troisième type, c'est les boucles de répétition. Donc l'instruction qui fait ça, c'est l'instruction loop. Donc l'instruction ici, loop, remplace les boucles que vous avez dans les langages de programmation de haut niveau. Cette instruction effectue une opération de boucle en utilisant le registre CX comme compteur. Ce n'est pas comme les autres langages, on choisit des compteurs, on choisit des variables comme compteurs, mais ici c'est par défaut le registre CX. Parce que déjà le nom de CX c'est un compteur. À chaque fois que l'instruction loop est exécutée, le registre CX va décrémenter
puis il va vérifier si c'est 0 ou non. C'est-à-dire, si le compteur arrive à 0, la boucle est terminée et l'exécution du programme continue avec l'instruction suivante. Sinon, qu'est-ce qu'il va faire? Un saut vers la destination, c'est-à-dire vers l'étiquette. Quand on met loop étiquette, donc il va sauter, si le Cx est différent de 0, il va sauter vers l'étiquette cible. Donc on va voir ça sur le logiciel. Donc je vais commencer tout d'abord par un petit programme qui va appliquer les jumps. Donc pour cela, comme on va appliquer ce qu'on appelle des étiquettes. Donc je vais créer des registres qui vont recevoir des valeurs. Donc AX va recevoir la valeur 5, BX va recevoir la valeur 2. Donc qu'est-ce que je vais créer? Créer une étiquette de calcul. Et qu'est-ce que je vais mettre dans étiquette calcul? Add AX, BX. Donc, si j'ai ici un programme, si j'ai des instructions ici et je désire sortir directement vers le calcul, sans condition, je vais mettre jump. Vers quelle destination? C'est vers calcul. C'est-à-dire qu'il va éviter tout ce qui est là et il va sauter directement vers le calcul. Donc, soit il peut faire ça vers le bas, soit vers le haut. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Après ici, donc je vais mettre jump back et où je vais créer tac, vers le haut, c'est-à-dire une étiquette, on met back, c'est-à-dire il va sauter vers calcul, il va faire l'addition et il va revenir vers le haut. Donc on va voir ça sur le simulateur. Donc on va suivre ce curseur. Donc A a reçu 5, BX a reçu 2. Donc on va voir qu'il va sauter directement vers l'addition, vers calcul. Donc, et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir vers back. Donc, c'est-à-dire si on met ici une soustraction, hop, AX et X va revenir. Bon, voilà. Jump vers calcul. Donc, il va faire l'addition. Et puis, il va revenir vers l'instruction ou l'étiquette back pour refaire la soustraction. Donc, c'est avec l'instruction jump. Jump, c'est sans condition. Donc, à chaque fois qu'il trouve cette instruction, il va sauter. Donc, maintenant, si on veut appliquer les jumps conditionnels, comme par exemple d'égalité, comme par exemple supérieur, inférieur ou égal, on va essayer de modéliser cette comparaison à x supérieur à bx. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Cx plus. On met else Cx moins. Donc, je vais donner à Cx une valeur, par exemple 1. Donc, il va comparer, on va essayer d'écrire un programme qui va comparer AX avec BX. Si AX est supérieur à BX, il va incrémenter CX, sinon il va le décrémenter. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire avant d'appliquer les jumps conditionnels? Il faut comparer. Donc, c'est l'instruction CMP. Donc, CMP permet de comparer deux opérands. Et c'est le résultat de comparaison qui va être appliqué avec les jumps. Donc, AX et BX. Donc, nous, on veut que AX soit supérieur à BX. Donc, c'est à travers quel jump? C'est à travers le JA. Donc, surtout si on veut faire les non signés, si on veut appliquer une comparaison non signée. Sinon, si on veut une comparaison signée, on va prendre le JG. Donc, JA. Et on crée une étiquette A. Donc, qu'est-ce qu'on met dans l'étiquette A? C'est le fait d'incrémenter Cx. Donc là, il va comparer AX avec BX. Si c'est supérieur, si AX est supérieur à BX, il va sauter directement vers l'étiquette 1.
Donc, le else ici, le sinon, comment on va le modéliser? Donc, on a plusieurs méthodes pour le modéliser. Comme vous savez, le else qui nous reste ici, c'est inférieur ou égal. Donc, c'est le JBE. Donc, JBE, étiquette 2, étiquette 2, et on met décrémenter le registre CX. Donc, le CX est initialisé par 1. Donc, il va comparer. Donc, normalement, le AX est supérieur à 2. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va y aller directement vers l'étiquette 1. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Donc, il a évité tout ce programme-là. Et il a sauté directement vers l'étiquette 1. Il va incrémenter CX, ça va devenir 2. Oups, le problème ici, c'est qu'il a accédé même à l'étiquette 2. Donc, si on a un problème, c'est qu'il n'y a pas moyen d'arrêter une étiquette. Parce qu'ici, on n'a pas mis une instruction qui va éviter l'étiquette 2. Parce que l'étiquette 2, ce n'est pas pour ce traitement-là, ce n'est pas pour cette condition-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une étiquette vide. Et on va appliquer une instruction de saut inconditionnel, qui est le jump vers ça. Voilà, donc il doit incrémenter CX, et pour éviter l'étiquette 2, donc qui n'est pas pour ce traitement JA, donc il va faire un jump. Donc voilà maintenant. Bon, il va accéder à étiquette 1, incrémenter CX et directement vers FA. Donc si vous changez de valeur, si on met ici 20, donc c'est directement vers. Donc il ne va pas trouver que JA, il va directement vers l'étiquette 2. Ok, puisque l'étiquette 2 c'est la dernière, donc c'est pas la peine de mettre jump fin parce que ici on n'a pas une autre étiquette. Très bien. Donc maintenant avec les instructions, l'instruction, comme j'ai dit, de répétition, le fait de répéter un bloc d'instruction. Comme j'ai dit, loop est une boucle de répétition qui permet de répéter CX fois un traitement. Donc, tout d'abord, pour appliquer loop, il faut initialiser le registre CX par le nombre de répétitions. Donc, si on veut répéter 5 fois, on doit mettre dans CX la valeur 5. Par exemple, on veut faire une addition 5 fois. Qu'est-ce qu'on va mettre? Une étiquette. Et à chaque fois, add AX 2. Donc, si je veux répéter cette étiquette, qu'est-ce que je mets? Loop, quoi? Étiquette. Donc, le AX est initialisé par 5. Donc, ici, c'est répéter l'étiquette. Dans cet exemple, c'est 5 fois. On va voir. Donc, le CX a reçu 5. Pareil pour AX. Donc, voilà la première addition. Donc, la valeur est devenue 7. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Comme j'ai dit tout à l'heure, il va décrémenter. Ok, le CX est décrémenté. Et puis, il vérifie si c'est 0 ou non. Si ce n'est pas 0, il va revenir vers l'étiquette. Sinon, il va continuer. Donc, maintenant, le va être exécuté. Donc, le CX est devenu 4. 4 est différent de 0. Donc, il a fait une répétition une autre fois. Donc, voilà, le AX est devenu 9. Le CX devient 3. Et pareil, jusqu'à arriver à la valeur de 1. Maintenant, quand il va exécuter, il va trouver 1. Donc, on va arrêter la répétition. Maintenant, on va faire quelques exercices. On va voir la somme d'un tableau. Donc, pour cela, on doit déclarer un tableau dans la section .data. Donc, on va le nommer tableau. On choisit un type
par exemple, le data byte, et on met des valeurs 30. C'est-à-dire qu'on va calculer la somme de ces éléments-là qui sont 5. La première des choses qu'on va faire, c'est le fait d'initialiser un registre par 0. C'est le registre qui va recevoir la somme. Donc, puisqu'on va utiliser des 8 bits, donc je vais prendre par exemple AL et je vais lui donner 0. C'est-à-dire c'est le registre qui va s'occuper de calculer la somme. Donc, j'aurai besoin d'un pointeur. Donc, je vais utiliser la notion ici des pointeurs. Donc, il y en a plusieurs. Donc, parmi les pointeurs qu'on peut utiliser, donc on a le SI, le DI, le BX ou le BP. Donc, qu'est-ce qu'il va recevoir le pointeur? Donc, il doit recevoir l'adresse de la première case, du premier élément. Comment on fait ça? C'est à travers ce qu'on appelle l'offset. Donc, move, je vais choisir par exemple le BP. Qu'est-ce que je vais donner à BP? L'offset de ce tableau. Donc, l'offset, c'est l'adresse de la première case. Donc, une fois on fait ça, le BP va pointer sur le premier élément. Donc, et pour cela, on va appliquer le mot d'adressage indirect pour accéder à la valeur 1. C'est-à-dire, si je veux faire la première addition avec AL qui contient déjà la valeur 0, qu'est-ce que je fais? Entre crochets BP. Donc, entre crochets BP, c'est-à-dire l'élément pointé par le pointeur BP, c'est-à-dire l'élément 1. Après, qu'est-ce que je dois faire? Je dois déplacer le pointeur, c'est-à-dire il doit se déplacer vers l'élément suivant, l'élément 2, à travers une incrémentation. Puisqu'on est dans 8 bits, c'est-à-dire un seul octet, donc j'incrémente seulement le BP. Donc, je dois refaire ça combien de fois? Le nombre d'éléments de ce tableau, c'est-à-dire 5 fois. Donc, tout d'abord, je dois avoir un compteur. Donc, pour utiliser loop, move CX et je donne à CX la valeur 5. Je crée une étiquette. Je vais nommer cette étiquette boucle. Et tout simplement, qu'est-ce que je fais ici? Loop quoi? C'est-à-dire le fait de répéter, loop c'est répéter quoi? La boucle. Donc, tant que le compteur CX est différent de 0, donc il va faire cette répétition-là. Donc voilà, le AX est initialisé par 0, BP a reçu l'adresse. Donc, la première addition, donc il a pris la première valeur 1, une répétition, et il a pris la valeur 1 plus 2, puis c'est plus 10, c'est 13, donc c'est D, et ainsi de suite jusqu'à la fin, donc de F, c'est la valeur 47, donc si on fait la somme de ce tableau-là, ça va nous donner 47. Donc maintenant, avec la somme des nombres pairs dans un tableau, donc toujours on aura besoin d'un compteur. Il va recevoir le nombre d'éléments. On aura besoin d'un pointeur qui va pointer sur le tableau. Donc, il va recevoir l'offset de notre tableau. Donc, puisqu'ici, on va calculer la somme des nombres pairs, donc on aura besoin d'un registre qui va recevoir la somme. Donc, je vais prendre DL qui va prendre la valeur. Donc, pour faire l'opération ou le test de parité, on doit diviser par 2 et tester le reste de la division, s'il est égal à 0 ou non. Donc, s'il est égal à 0, c'est un nombre pair, donc on va incrémenter le registre DL. Sinon, on incrémente le pointeur pour passer à l'élément suivant. Donc, tout d'abord, je vais créer une boucle de répétition. Donc, à travers loop, c'est-à-dire tout ce qui est à l'intérieur de cette étiquette va être répété un certain nombre de fois. Donc, tout d'abord, je vais commencer par la division.
on va diviser par 2. Donc, je vais affecter 2 à un registre qui est disponible. Et AL va recevoir le premier élément, parce que l'élément est codé sur 8 bits. Mais il faut qu'on soit sûr que AX ne soit pas affecté par une autre valeur. Donc, il faut que j'écrase AH par 0. Voilà, je pense que par 0. Parce que là, il y aura des répétitions. À chaque fois, le AX va être affecté. Pourquoi tout ça? Parce que je vais lancer l'instruction de division BL. Et comme on a dit la dernière fois, quand on lance ce type d'instruction d'IPN, AX, c'est AX qui va être divisé par BT par défaut. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le premier élément dans AL et 0 dans AH. Et puis, le AH va recevoir le reste et AL va recevoir le quotient. Donc, c'est pour ça que j'écrase à chaque fois le AH par 0. Parce que à la prochaine itération, le AH va avoir une autre valeur. Et quand il va diviser, il va prendre en considération cette valeur-là. Donc, il faut que je fasse que cette valeur est initialisée par 0. D'accord. On a fait la division par 2, parce que le PL contient 2. On veut tester la parité. Donc, on est intéressé par quel registre? C'est par AH. Donc, par quoi je vais comparer AH? C'est par la valeur 0. Donc, je compare AH avec 0. L'instruction qui permet d'avoir l'égalité, c'est le JE ou le JN. Donc, si AH est égal à 0, c'est-à-dire que c'est un nombre pair, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sauter vers une étiquette 1. Et qu'est-ce que je mets dans l'étiquette 1? C'est le fait d'incrémenter DL. D'accord? Parce que, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut compter le nombre de valeurs paires. Pardon, ce n'est pas incrémenté DL, c'est la somme des nombres paires. La somme des nombres paires. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Add DL. Avec quoi? Avec cet élément-là. D'accord? Donc, il va comparer avec 0 AH, parce que AH, il contient le reste. Si c'est égal, c'est un nombre pair, donc il va sauter vers l'étiquette. Et en appliquant l'addition, sachant que DL, c'est déjà initialisé par 0 avant là. Sinon, étiquette 2, qu'est-ce qu'on fait dans l'étiquette? Donc, c'est tout simplement, c'est le fait de passer vers l'élément suivant, incrémenter le SI. Donc, c'est le fait d'incrémenter le SI. Donc, là, une chose que je vais garder ici, c'est quand je vais accéder à l'étiquette 1. Donc, je vais faire l'addition et même j'aurai besoin d'incrémenter le SI. Donc, je ne vais rien mettre ici. Je ne vais pas mettre une étiquette jump fin. C'est-à-dire, il va sauter vers l'étiquette 1 et en même temps, il va passer l'étiquette 2 pour incrémenter SI. C'est-à-dire, il va faire cette addition et passer l'élément suivant si le nombre est pair. Sinon, il va y aller directement vers l'étiquette 2 en incrémentant seulement le SI. Donc, on va voir ce qu'il va faire. Donc, le premier élément, ce n'est pas un élément pair. Donc, comparé, il ne va pas sauter vers l'étiquette 1, il va sauter directement vers l'étiquette 2. Donc, pour tester l'élément suivant, très bien. Donc, le DL est toujours 0. Maintenant, le 2. La valeur 2, c'est une valeur pair. Donc, voilà, il va comparer. Très bien, directement. Et le DL devient 2. Maintenant, l'élément 10, pareil. Très bien, donc le DL est devenu C parce que 10 plus 2 c'est 12 et 12 en hexadécimal c'est C. 4 pareil. Donc maintenant, 4 plus 10 plus 2 c'est 16. Donc c'est
ça qu'on a eu ici 10 en hexadécimal, c'est 16. Juste pour vous montrer. Et le dernier élément, c'est la valeur 30. Très bien, donc 30 plus 10, 40, c'est 46. Donc 46 en hexadécimal, c'est 2, 2. Donc notre programme est juste. Donc je rappelle, donc ici, j'ai seulement préparé les paramètres pour faire la division. On a lancé la division par 2. Donc quand je fais cette instruction, le reste de la division, c'est donc AH. Donc c'est-à-dire on est intéressé par AH après cette division. Pour le reste de la division, on a comparé avec 0. Donc, si c'est égal, on saute vers l'étiquette 1, on fait l'addition, et puis on incrémente le pointeur. Et on passe à l'élément suivant. Sinon, on saute directement vers l'étiquette 2 pour passer à l'élément suivant. Tout ça sera effectué tant que le CX est différent de 0. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle partie de la programmation en assembleur dans le logiciel EMI 8086. Maintenant, on va parler des interruptions et des procédures en langage assembleur. Tout d'abord, on va commencer par définir les interruptions. Les interruptions peuvent être considérées comme un certain nombre de fonctions. Donc, comme les fonctions qu'on les utilise dans les langages de haut niveau, donc, dans ce langage-là, ils sont appelés des interruptions. Donc, comme vous savez, ces fonctions rendent la programmation beaucoup plus facile. Au lieu d'écrire un code à chaque fois, donc on fait appel seulement à cette interruption, à ce code-là. Il existe des fonctions d'interruption qui fonctionnent avec le lecteur de disque et d'autres qui sont matérielles. Nous appelons ces fonctions des interruptions logicielles. Donc, on va commencer tout d'abord par les interruptions logicielles et il y en a d'autres qui sont des interruptions nommées des interruptions matérielles. Donc, pour faire une interruption logicielle, il existe une simple instruction int. C'est-à-dire interruption, c'est le fait d'appeler une interruption. Donc, avec un syntaxe int, et on met une valeur. Cette valeur, c'est le numéro de l'interruption, c'est la zone d'interruption. Donc, on va travailler ça sur le logiciel pour montrer ce qu'on est en train de dire. Donc, il y en a plusieurs, comme j'ai dit, plusieurs interruptions. C'est-à-dire des commentaires. Je vais commencer par des interruptions qui sont simples, comme le fait d'afficher un caractère. Donc, pour appeler une fonction ou une interruption en langage assembleur, on utilise la plupart du temps le registre AH. Donc, c'est dans le registre AH qu'on doit stocker le numéro de l'interruption. Donc, et les interruptions ici sont numérotées, parce que ici c'est la mémoire, sont numérotées. Par exemple, pour appeler la fonction qui permet d'afficher un seul caractère, on fait appel à l'interruption numéro 2. Donc 2, interruption d'affichage d'un seul caractère. Et on est obligé de mettre le caractère dans le registre DL. Bon, parce que les interruptions ici sont prédéfinies, donc il faut utiliser les mêmes registres qui sont prédéfinis dans l'interruption. Donc DL, il va contenir le caractère qu'on désire afficher. Donc si on veut afficher le caractère A, donc on met le A dans le registre DL et on appelle l'interruption, c'est l'interruption int21h. L'interruption qui contient les entrées-sorties, c'est l'interruption numéro 21h. Donc, si on exécute ce programme-là, donc tout simplement, ça va nous afficher le caractère A. Donc, soit on met le caractère entre les guillemets, soit on appelle avec le code ASCII. Donc, là, vous avez une panoplie de code ASCII, c'est 256 caractères au code. Donc, soit vous mettez le caractère entre les guillemets, soit vous appelez le code ASCII. Par exemple, si vous mettez à la place de A65, donc, il va nous afficher le caractère équivalent à 65 qui est le A majuscule. D'accord? Donc, c'est ce qu'on fait. Soit on met le caractère, soit on met le sous-code ASCII. Puis, donc, si on veut changer
de fonction, on fait appel à une autre qui permet de saisir un seul caractère. Donc, toujours c'est dans AH, au lieu de mettre la valeur 2 qui est pour l'affichage, on met la valeur 1 et on appelle int21h. Donc, ça va permettre de saisir 1, c'est la saisie d'un seul caractère. Donc, ici, le caractère va être par défaut stocké dans le registre AL. Donc, parce que c'est toujours c'est prédéfini. Donc, le caractère qu'on va saisir, par exemple E, on va le trouver dans le registre AL. Donc, on a trouvé la valeur 65. Si on cherche E, mais puis son code ASCII en hexadécimal, c'est 65. Donc, cela veut dire que si, à travers ce programme-là, on veut afficher ce caractère qu'on a saisi, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un transfert de AL, parce que le caractère, ce niveau-là, il est dans AL, et pour l'affichage, il faut le mettre dans DL, donc on va faire un transfert de AL vers DN. On appelle l'interruption numéro 2 qui permet d'afficher, et on applique int21, on appelle l'interruption int21h. Donc, le caractère qu'on va saisir va être affiché en double. Donc, c'est tout à fait normal parce que ici, c'est la saisie. Donc, et puis, c'est l'affichage. Donc, en exécution. Donc, Z est affiché en double. Donc, c'est ce qu'on a saisi et c'est ce qui est affiché. D'accord. Maintenant, on passe aux chaînes de caractères, c'est-à-dire l'affichage et la saisie d'une chaîne de caractères. Donc, pour afficher une chaîne de caractères, donc, on va la déclarer dans la section .data. Donc, message de type databyte et on écrit par exemple hello world. Donc, et la chaîne de caractères ici, donc, comme on a mentionné la dernière fois, donc, doit se terminer par le caractère $. Donc, pour afficher cette chaîne de caractères, on va changer d'interruption. On va appeler l'interruption numéro 9. Donc, 9, affichage d'une chaîne de caractères. Donc, on désire afficher la chaîne de caractères. Donc, on va utiliser, au lieu de DL, on va utiliser le registre DX qui va recevoir l'offset de ce message-là. C'est-à-dire qu'il va recevoir l'adresse de débit et lui il va s'occuper de parcourir toute la chaîne parce que c'est une fonction. Et j'appelle int21h. Donc ça va permettre d'afficher cette chaîne-là. Donc voilà. Donc il y en a des modifications que vous pouvez les ajouter, comme par exemple le fait de ajouter un retour à la ligne ou une tabulation. Donc c'est à travers des codes, comme par exemple ici 1310. Donc 13, donc c'est le retour à la ligne. C'est-à-dire que votre chaîne de caractères va être dans une autre ligne. Donc, soit vous mettez 1310 avant, soit après. C'est-à-dire la chaîne suivante va être dans la ligne suivante. Donc, si je copie ce code-là 2 fois, donc la chaîne va être affichée dans des lignes différentes. Très bien. Que ce soit avec 13, que ce soit ici avec la valeur 9. Donc 9, c'est une tabulation, c'est-à-dire des espaces. Donc si on remplace 1310 par 9, vous aurez l'affichage avec des tabulations, Hello World pour la première fois et Hello World pour la deuxième.
Maintenant, avec une autre fonction de saisie d'une chaîne de caractères pour remplir une chaîne de caractères, donc on va garder toujours la même, la même chaîne, mais on ne va pas initialiser, on va seulement préparer un maximum de cases qui vont contenir des dollars. Donc ici, j'ai initialisé la chaîne de caractères message par 100 cases initialisées par le caractère dollar. Donc, qu'est-ce qu'on va changer dans ce programme-là, dans cette interruption-là? C'est la fonction numéro 10. Donc, c'est la saisie ou le remplissage d'une chaîne de caractères. Donc, on va exécuter. Donc, ça va nous donner. Donc, si vous tapez ou vous cliquez sur Entrée, donc c'est la fin de la saisie. Et vous pouvez exploiter cette chaîne de caractères. Donc, maintenant, on va essayer de faire des exercices. Donc, comme ça, on va manipuler ces interruptions qu'on a vues. Donc, on va faire un exercice qui permet de demander des caractères à l'utilisateur. Tant que le caractère n'est pas égal à échappe. Donc, on va essayer de demander des caractères. Parce que on va les afficher si le caractère est différent de échappe. Donc, tout d'abord, on va utiliser l'interruption numéro 1 pour demander un caractère. Donc, comme on a dit la dernière fois, donc, cette interruption-là permet de demander la saisie d'un seul caractère. Donc, ça va me demander un seul caractère. Donc, si je désire répéter tout ça dans une boucle infinie, donc je vais créer une étiquette et je mets jump étiquette. Donc, ça va me demander. Donc, si je clique sur run, donc ça va me demander une infinité de caractères. Parce que jump, c'est toujours sauter, sans condition. C'est-à-dire, jamais on aura une condition d'arrêt. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Au lieu d'utiliser jump, on va arrêter la saisie à travers le caractère échappe. Donc, on va chercher le code ASCII de échappe ici. Donc, échappe, c'est 27. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les sauts conditionnels. Donc, au lieu d'utiliser un saut inconditionnel, on va utiliser un saut conditionnel. Donc, le caractère est stocké dans le registre AN. C'est-à-dire, après la saisie, on va le trouver dans AN. C'est-à-dire, ce qu'on va faire, on va comparer tout simplement AN avec 27. Donc, quand est-ce qu'on doit reboucler vers l'étiquette si le caractère est différent de 27? Donc, pour cela, on va utiliser le JNE, c'est-à-dire jump, if not, equal. Vers quelle destination? C'est vers l'étiquette. Tout simplement. Donc, si on exécute ce programme-là, donc A, B, C, D, si je clique sur échappe, donc le programme va s'arrêter. Donc, maintenant, on va essayer de faire un autre exercice. C'est le fait de convertir une chaîne de caractères et chaîne de caractères en minuscules. Pour cela, on doit déclarer une chaîne message databyte. Donc, avec des caractères majuscules, minuscules, espace, point d'interrogation. Et le dernier caractère, toujours, c'est le caractère dollar. Donc, ce qu'on va faire dans ce programme-là, c'est le fait de tester caractère par caractère. On va essayer de voir est-ce que c'est un caractère majuscule. Si c'est un caractère majuscule, on va le convertir en minuscule. Sinon, on va le garder tel qu'il est. C'est-à-dire qu'on va garder les caractères minuscules et on va garder tout autre type de caractère. Par exemple, espace ici et point d'interrogation, on ne va pas les toucher. On va modifier ou convertir seulement les caractères qui sont majuscules. Donc, pour cela, on aura besoin d'un pointeur pour
accéder aux éléments, aux caractères de cette chaîne-là. Et on aura besoin d'un compteur parce qu'on va utiliser une boucle qui va recevoir le nombre de caractères. Et on va créer une étiquette boucle et le fait de répéter cette boucle-là 8 fois. Parce qu'on va accéder à ces éléments-là. Très bien. Donc la première des choses, c'est le fait de récupérer le premier caractère. On va le stocker dans le registre AL. Donc qu'est-ce qu'on doit faire pour chaque caractère? Donc il faut qu'on vérifie est-ce qu'il appartient à l'intervalle des caractères majuscules. Donc vous avez les caractères majuscules qui commencent de A majuscule jusqu'à Z majuscule. Donc s'il appartient à cet intervalle-là, on va le convertir. Sinon, on le garde. Donc, comparez tout d'abord AN avec le caractère A majuscule. Donc, vous avez soit le JA, soit le JBE. Donc, si par exemple le caractère est supérieur à 1, supérieur à A, c'est-à-dire il est là, par exemple, soit B majuscule, soit C jusqu'à Z. Donc supérieur ou égal, c'est à travers le JAE. On va accéder à comparer Z vers une autre étiquette pour comparer avec Z. Donc on va créer la comparaison avec Z. Parce que ici, on suppose qu'il appartient à cet intervalle-là. Mais il se peut qu'il appartient à A minuscule, au caractère à usage spécial. Donc, il faut ajouter une autre vérification. Il faut qu'il soit supérieur à A et en même temps inférieur à Z. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, on va le comparer avec Z majuscule. Donc, s'il est inférieur ou égal, voilà, convertir. Et on va créer convertir. Donc ici, on n'a pas mis le L. Donc si ce n'est pas supérieur, donc c'est inférieur, donc jump directement vers une étiquette fin. Et on met ici l'étiquette fin. Et pareil ici, donc jump fin. Donc ici, soit on met jump fin, soit on met l'inverse de JA, c'est JB. Ou JB. Et ici, l'inverse de JBE, c'est OJA. D'accord. Donc, maintenant, il faut convertir ce caractère-là. Donc, comme vous remarquez ici, entre la colonne des caractères majuscules et la colonne des caractères minuscules, on va remarquer que ici, le code ASCII de A majuscule et le code ASCII de A minuscule, ils ont une différence de 32. Donc, si on ajoute ici 32, ça va nous donner 97. Si on ajoute 32 à 66, ça va nous donner 98. Quel que soit le caractère, par exemple M majuscule, 77, si on ajoute 77 à 32, ça va nous donner 109. Donc, pour convertir en minuscule, on va tout simplement ajouter la valeur 32. Et l'inverse si on veut passer vers minuscule. Donc, si on veut convertir minuscule vers majuscule, on va faire une soustraction de 32. Donc, après la conversion, qu'est-ce qu'on fait? On le rend vers le tableau ou vers la chaîne de caractères, on le stocke en 2. Donc, maintenant, comment on va passer à l'élément suivant? Donc, c'est en incrémentant le pointeur, incrémenter le SI. Et l'incrémentation de SI va être valable pour toutes les étiquettes ici. C'est-à-dire, s'il trouve que A majuscule, il va supérieur à A majuscule, il va accéder à comparer Z. Sinon, il va aller vers convertir, modifier ou la conversion en minuscule et incrémenter le SI. Sinon, il va sauter directement pour incrémenter le SI, vérifier le prochain caractère. Donc, à la fin, on ajoute l'interruption qui permet d'afficher le résultat.
Donc, on va afficher le résultat avec move dx offset de message parce qu'il va être converti. Move AH, donc pour afficher, on va appeler l'interruption 9 et on appelle inch21h. Donc, tout d'abord, je vais faire une simulation étape par étape. Donc, on va commencer par le A majuscule. Donc, le A majuscule va être supérieur, donc il va accéder à comparer Z. Il va être inférieur à Z, donc il va y aller vers convertir et il va être converti. Donc, pareil pour B majuscule, donc il va suivre le même schéma. Le C majuscule, pareil, il va suivre le même chemin. Maintenant, avec D, donc D va aller directement vers incrémenter ici, donc il ne va pas passer par la conversion, et ainsi de suite. Donc là, il a converti seulement les caractères qui sont majuscules, il a converti seulement ABC, il n'a pas touché DEF et il n'a pas touché l'espace et point d'interrogation. Donc maintenant, avec une autre partie, donc c'est la pile, ou la zone mémoire pile, on nommé stack. Donc c'est quoi par définition? C'est une zone mémoire qui sert à sauvegarder temporairement, donc on souligne ce mot temporairement des informations. Le principe utilisé dans la mémoire pile, c'est le principe LIFO, last in, first out. Donc le principe c'est LIFO, last in, first out, c'est-à-dire la dernière information qui va être stockée dans la pile va être la première en sortie. Donc, deux opérations à faire avec la mémoire pile, soit stocker les informations dans la mémoire pile, c'est empiler, soit retirer les éléments de la pile, c'est l'opération des empiler. Donc, comme on a dit, le principe c'est last in, first out. Donc, par exemple, on a ces quatre opérandes. Donc, je vais stocker en premier lieu 4, donc il va être stocké en bas. Puis 3, puis 2, et enfin c'est 1. En sortie, c'est l'opérande 1 qui va être en sortie, parce que c'est la in first out, ça va être la première en sortie. Puis ça va être 2, puis ça va être 3, et puis ça va être 4. C'est-à-dire ils vont être désempilés en inverse. Si on stocke 4, 3, 2, 1, ils vont être désempilés par 1, 2, 3, 4. Donc, il y en a deux pointeurs qui sont utilisés dans la mémoire pile. Donc, il y en a le stack segment, donc c'est un registre qui maintient l'adresse du segment de la pile, et le stack pointer SP, donc c'est le registre qui initialise la valeur spécifiée par l'instruction qu'on va voir, c'est l'instruction .stack, et on prend une valeur, donc c'est-à-dire .stack, c'est le fait de réserver un certain nombre de bits dans la mémoire pile. Maintenant, les opérations ou les instructions qui permettent de manipuler la mémoire pile, c'est l'instruction push et l'instruction pop. Push, c'est tout simplement empiler. Push opérande, c'est empiler l'opérande et qui doit être sur 16 bits. Donc, c'est le fait de stocker cette opérande-là dans la mémoire pile. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on exécute cette instruction? Donc, il va copier l'opérande dans la mémoire pile. Et le pointeur va être décrémenté par 2 pour préparer une nouvelle case. Pourquoi c'est 2? Parce que 16 bits, 2 octets. D'accord? L'inverse, c'est pop. C'est le fait de retirer l'information à partir de la mémoire pile et la stocker dans l'opérande OP que vous mettez ici. Que ce soit un registre, que ce soit une case de mémoire. Donc, il copie les deux cases mémoire pointées par SP dans l'opérande et incrémente le SP. On va voir ça sur logiciel. Donc, comme on a dit, quand on va utiliser la mémoire pile, il faut qu'on réserve cette instruction, une zone mémoire avec 100 en hexadécimal. Donc, supposons qu'on désire avoir deux valeurs. Par exemple, donc je vais mettre en hexadécimal les deux. Et move bx de ffh. Donc, je vais empiler les deux dans la mémoire pile. Et
J'exécute mon programme. Donc là, vous avez la possibilité d'afficher la mémoire pile. Donc, le AX, il contient 0014 et le BX, il contient 12FF. Maintenant, on va compiler la première valeur AX qui va être stockée dans la mémoire. Voilà. Voilà 0014. Et puis, l'adresse. Donc, vous allez remarquer que ici, les adresses de haut vers le bas, FE puis FC, c'est -2. La différence, c'est -2. FC, -2, c'est FA, -2, c'est F8, et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire en bas. Donc, maintenant, si je mets pop, c'est-à-dire le fait de désempiler des informations, pop AX par exemple, pop BX, donc tout d'abord je commande de AX ici vers la pin, et puis toujours BX vers la pin. Donc, l'instruction pop, c'est l'inverse, c'est à partir de la mémoire pile vers le registre de destination ici qui est AX, et pareil, la pile vers BX. Donc, mais ici, quel sera l'élément qui va être stocké dans AX? C'est le dernier élément qui était stocké, c'est la valeur 12FF. Donc, vous allez remarquer qu'à partir de ce programme, qu'est-ce qu'on a fait? On a échangé le contenu de registre AX et BX. Donc voilà. Donc quand je vais désempiler, le AX va récupérer 12FF. Donc vous allez remarquer ici. Et puis le BX, qu'est-ce qu'il va récupérer? Il va récupérer le 0014. Donc comme j'ai dit, le principe c'est last in first out. On a empilé AX et BX. Et quand on a désempilé, on les a désempilés en inverse. Donc, pour mieux illustrer cette partie-là de la mémoire pile, on va essayer de faire un petit exercice. C'est le fait d'inverser une chaîne de caractères. A, B, C, D, E, F. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour traiter une chaîne de caractères, on a besoin d'un compteur parce qu'on va utiliser un compteur, parce qu'on va utiliser la boucle ou le loop. On aura besoin d'un pointeur qui va pointer sur les cases et on va créer une boucle. Boucle 1 et loop boucle 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous désirons ici inverser la chaîne ABCDEF, c'est-à-dire avoir en résultat FEDCBA. La méthode, c'est le fait d'empiler caractère par caractère dans la mémoire pile. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le premier caractère. Donc ici, on a un petit problème, c'est que les caractères ils sont sur 8 bits, alors que je peux empiler que les 16 bits. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter H égale à 0. Donc, pour écraser la partie high de AX, c'est pour prendre AX. Et qu'est-ce qu'on fait? Push AX. Donc, j'ai empilé le premier caractère. Tout simplement, je passe au caractère suivant. Donc, tout ça va être fait dans la chaîne de caractères. On affiche la mémoire pin. Donc voilà, on va afficher la mémoire. Donc voilà le premier caractère, 61, 62, 63, 64, 65 et 66. Donc juste pour vous montrer que ces valeurs 61, 62 sont les codes ASCII de quoi? De ce qu'on a mis de A, B, C. Donc c'est en hexadécimal. Voilà, 61, 62, 63 jusqu'à 66, c'est F. Très bien. Maintenant, si je désire les récupérer, donc la méthode va être simple. Je vais refaire la même boucle, mais en changeant push AX par pop. Et quand il va les désempiler, il va les désempiler en inverse. Donc je vais créer une autre boucle.
boucle 2. Au lieu de push, je mets pop à X. Donc, l'élément que je récupère, je dois le rendre dans ma chaîne de caractères. Donc, c'est-à-dire je vais inverser l'ordre de SI avec AL. Donc, je n'aurai pas besoin de ça parce qu'on va prendre que la partie low qui contient le caractère et j'incrémente SI. Donc, la seule chose que je dois ajouter avant de lancer cette boucle-là, parce que le compteur est arrivé à 0, donc je dois le réinitialiser. Parce qu'à chaque fois, il est décrémenté, donc il va arriver à la valeur 0. Et pareil, l'adresse s'est incrémentée à chaque fois, donc je dois reprendre à partir de l'adresse de D. Espace entre les deux boucles. À la fin, pour afficher, donc on va appeler l'interruption numéro 9 pour afficher notre message et int21 int21h. Donc vous allez remarquer que notre chaîne est inversée. FEDCP. Comment on a fait ça? On a empilé à travers une boucle. La première boucle a permis d'empiler caractère par caractère, EF, mais la deuxième boucle les a désempilés en inverse. On prend F, puis E, puis D, puis C, et ainsi de suite. Donc c'est le principe appliqué par la pile. C'est le principe last in, first out. Donc maintenant avec les procédures, donc, comme vous savez, comme tous les autres langages de haut niveau ou des langages de bas niveau, le langage assembleur utilise ce qu'on appelle des procédures ou des macros. Ils ne sont que des fonctions qui sont déjà développées et incluses dans la bibliothèque. Donc, on peut utiliser ces fonctions-là et les inclure dans nos programmes, tout simplement en ajoutant une bibliothèque EMU 8086 pour INC, pour include. Donc, avant de commencer les instructions dans notre programme, tout d'abord, on doit ajouter cette ligne d'instruction include EMU 8086 pour INC. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans cette bibliothèque-là? Des macros. Par exemple, le putchar. Donc, qu'est-ce qu'il fait cette macro-là? Il imprime un caractère, donc un seul caractère à la position actuelle. Go to X, Y, colonne et ligne. Donc, c'est la même instruction qu'on trouve dans les langages de haut niveau, par exemple dans le langage C. Donc, il définit une position pour le curseur à travers un numéro de colonne et un numéro de ligne. Print string, il imprime une chaîne de caractères. Donc, print n string, donc c'est le même rôle que print string. Mais ici, print n ajoute un anti/n, c'est-à-dire un retour par la ligne par défaut. Cursor off or on, donc il désactive le curseur de texte ou il l'active. Alors qu'il y en a d'autres fonctions, comme par exemple print string, ici ce sont des procédures. Print string, c'est une procédure qui permet d'imprimer ou d'afficher une chaîne de caractères, donc à terminaison nulle. Donc, cette chaîne de caractères doit être stockée dans le pointeur SI. Donc, si vous voulez afficher, il faut que l'offset de la chaîne de caractères soit stocké dans le SI. La procédure P10, donc, il fait la même chose. Il imprime ou il affiche une chaîne de caractères, mais il faut que la chaîne de caractères soit juste après l'instruction call. Par exemple, on va appeler cette procédure ou ces procédures-là par call P10 et on va trouver après la chaîne qu'on va afficher. Donc on va voir tout ça sous forme d'un ensemble d'exemples. Get string, c'est pour saisir. Donc pour saisir, le résultat va être stocké dans le DI, donc le pointeur DI. Clear screen pour effacer l'écran. Scan number, donc c'est une procédure qui permet de récupérer un nom signé. Donc le résultat va être stocké dans le registre CX. Print number, c'est pour afficher un nombre signé qui va être stocké. Pour l'afficher, il faut le stocker dans AX. C'est print number unsigned, c'est-à-dire un nombre non signé. Et lui aussi va être stocké dans AX. Donc, on va essayer de manipuler tous ces exemples-là dans le logiciel. Donc, on va commencer tout d'abord par les macros.
Donc, il y en a put, char, print, go to x, y. Donc, tout d'abord, je dois inclure dans mon programme cette bibliothèque-là, NE8086.c, et je commence. Par exemple, il y en a des macros comme print, et je mets le message que je désire afficher, par exemple, hello world. Donc, si vous exécutez, donc il va vous afficher hello world. Quoi encore? Go to x, y. Parmi les paramètres de ce macro-là, c'est le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Par exemple, si on choisit 1, c'est la colonne 1 et la ligne 10. Ou on fait avant. Je fais avant. Donc, il va nous afficher Hello World dans la ligne 10. Donc, si vous comptez le nombre de lignes, si vous avez trouvé la ligne 10 et la colonne 1, donc il a décalé par 1. Aussi, on peut utiliser putC, putchar. Donc, putchar, il reçoit deux types de valeurs. Soit vous mettez le code ASCII de la valeur que vous voulez afficher à partir de ce tableau-là. Donc, si vous prenez une valeur, donc il va vous afficher le caractère équivalent. Par exemple, si je prends la valeur 5, il va m'afficher ce caractère-là. Donc, c'est 5. Donc, voilà. Donc, il nous a affiché. Soit, vous mettez directement le caractère, code C, exemple P, donc il va nous afficher ce premier caractère et à côté P. D'accord. Très bien. Et maintenant, on va voir comment utiliser, les procédures. Par exemple, il y en a plusieurs, comme j'ai dit tout à l'heure. La print string, p10, get string, clear, scan number, print number, et comme les langages de haut niveau. Donc, je vais déclarer une chaîne de caractères, message, data byte. Par exemple, je vais demander un nombre, donner un nombre. Donc, avant que j'utilise une procédure, je dois la définir. Donc, normalement, pour afficher cette chaîne de caractères-là, je vais appeler print string. Et ce qui est demandé dans print string, c'est que l'offset doit être stocké dans le registre SI. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Move SI offset message et j'appelle call print string. Donc, il n'a pas exécuté cette instruction-là. Donc, comme j'ai dit, je dois avant définir cette procédure-là. Donc, en écrivant define print string. Donc, maintenant, si donc, je vais éliminer le caractère $. C'est pas la peine de le mettre. Donc, voilà ce qu'il a affiché. Donc, là, la fonction s'arrête par le caractère 0. Donc, il faut mettre 0 pour arrêter l'affichage. Sinon, il va afficher d'autres caractères. Très bien. Donc, on va essayer d'exploiter la saisie. On a affiché ce message-là dans les un nombre. Donc, maintenant, on va essayer de demander un nombre à travers la fonction scanf. Et le nom qu'on va stocker va être stocké dans le registre CX. Donc, comme j'ai dit, tout d'abord, je dois définir
scan number. Et après, je fais un simple call scan number. Il va me demander une valeur 145 et je tape. Donc la valeur est stockée dans le registre CX. C'est-à-dire, si je veux exploiter la valeur, c'est dans le registre CX. Maintenant, on va essayer d'afficher la valeur. Mais tout d'abord, on a vu tout à l'heure une fonction, une procédure qui permet d'afficher un message d'une autre manière. C'est call p10. Donc, je définis p10, c'est-à-dire le fait d'afficher le caractère suivant. Donc, tout simplement, on met db. Pour retour à la ligne, c'est à travers 1310. On écrit par exemple votre nom P, mais 0. Il va nous afficher. Il va nous demander tout d'abord une valeur 145 et retour à la ligne. Parce qu'on a ici utilisé retour à la ligne, il suffit maintenant seulement d'afficher la valeur. Donc, comment on va afficher la valeur? C'est en appelant la procédure print number. Donc, on va appeler print number. Et qu'est-ce qu'on a dit par rapport à print number? Il faut que le nombre à afficher soit dans le registre AX. Alors que quand on a utilisé scan number, la valeur est stockée dans CX. Donc, on doit, avant d'appeler, faire un passage de CX vers AX. Donc, move AX CX pour transférer la valeur reçue par scan number vers AX. Et on appelle call print number. Et avant, je fais la déclinaison. Print number. Bon. Define print number. Donc je dois ajouter les deux. Donc number et unsigned number. Box 12. Il va nous afficher que votre nombre est 12. Voilà, avec ce petit programme-là, donc on a pu appeler quelques procédures. Donc, comme j'ai dit, tout d'abord, il faut déclarer ou inclure la bibliothèque EMU 1086. Donc, chaque procédure qu'on va utiliser, il faut la définir avant. Et tout simplement, on les appelle seulement avec l'instruction call. Donc, ça va simplifier la programmation par la suite. Maintenant, on va essayer de créer des procédures, nos propres procédures. Donc, dans les programmes, on a utilisé des fonctions des procédures qui sont déjà prédéfinies. Maintenant, on va essayer de voir comment créer une procédure en langage assembleur. Donc, pour cela, la structure générale d'une procédure. Donc, ici, c'est la fonction principale. Main, pros et end. Donc, ici, on peut créer nos propres fonctions. Comment? Écrivons le nom de la fonction qu'on désire. Donc, avant end main. Parce que ici, c'est la fin de la section .core. Et pros. On écrit le code qu'on désire faire et on ferme la fonction ou la procédure à travers le même nom qu'on a utilisé, end p. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on peut créer une fonction. Et on met à l'intérieur notre code, par exemple, signe bx, virgule. Donc là, c'est la fonction qu'on a créée. Cette fonction permet seulement d'initialiser un registre bx par la valeur 2. Donc, si je veux utiliser cette fonction-là, tout simplement, on fait call le nom de la fonction, tout simplement. J'exécute mon programme. Il va appeler la fonction. Et qu'est-ce qu'il va faire?
ce qui est à l'intérieur de la fonction, il va être exécuté. C'est-à-dire, il va initialiser le registre PX par path. Donc, on va essayer de jouer avec programmation en assembleur. Par exemple, on va essayer de créer une fonction qui permet d'afficher une chaîne de caractères, c'est-à-dire les fonctions qu'on a utilisées la dernière fois, print, string, on va essayer de la créer ici. Pour cela, je vais déclarer un tableau, une chaîne de caractères. Tiens, hello world. Et la chaîne se termine par la valeur 0. C'est-à-dire le traitement qu'on va faire va être basé sur la valeur 0. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'on fait? On va créer une comparaison entre crochet SI, parce que là, on va utiliser un pointeur. Donc, avant d'appeler la fonction, on va initialiser un pointeur. Donc, il va pointer sur les caractères. On va le comparer avec 0. Donc, s'il est égal à 0, donc normalement, on doit y aller vers la fin. On va créer une étiquette vide, fin. Voilà pour arrêter l'affichage. Sinon, on doit y afficher. Donc, on a vu comment afficher caractère par caractère. Ici, on va afficher caractère par caractère. Donc, move AH, c'est la fonction 2 qui permet d'afficher un caractère. Le caractère, on doit le stocker dans le registre DL. Donc, ce caractère qui, parce que quand il va venir ici, donc c'est différent de 0. On doit le stocker dans DL et on appelle l'interruption it 21h. Donc, ces trois instructions vont afficher le caractère qui est différent de 0. Donc, puis on doit passer le caractère suivant. On incrémente le pointeur parce qu'on suppose ici qu'on a déjà un pointeur qui sélectionne les caractères et on met un jump vers une étiquette. C'est-à-dire le fait de revenir vers la première comparaison. Alors, on va créer notre étiquette. Oh. D'accord. Donc maintenant, si je désire appeler ma fonction ou ma procédure, tout d'abord, avant de faire ça, je dois initialiser ce pointeur-là. C'est-à-dire le paramètre de cette fonction ou de cette procédure va être le pointeur. Donc, move si offset de message et tout simplement, on appelle la fonction. Voilà, on va y aller étape par étape. Donc, il va comparer le premier caractère. Et il va l'afficher. Donc, il a affiché le premier caractère, c'est H. Puis, il va passer le caractère suivant. Puis, il va passer le caractère suivant jusqu'à la fin de la chaîne de caractères. Et comme ça, on a créé une procédure qui permet d'afficher et qui remplace les procédures qui sont déjà prédéfinies pour l'affichage. Maintenant, on va essayer de créer des procédures, donc nos propres procédures. Donc, dans les programmes précédents, on a utilisé des fonctions qui sont des procédures qui sont déjà prédéfinies. Maintenant, on va essayer de voir comment créer une procédure en langage assembleur. Donc, pour cela, la structure générale d'une procédure. Donc, ici, c'est la fonction principale, main, pros et end, pros, end p. Donc, ici, on peut créer nos propres fonctions. Comment? En écrivant le nom de la fonction qu'on désire. Donc, avant end main, parce que ici, c'est la fin de la section .code. Et pros, on écrit le code qu'on désire faire et on ferme la fonction ou la procédure à travers le même nom qu'on a utilisé, end p. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on peut créer une fonction et on met à l'intérieur notre code, par exemple, ici, move dx, virgule 2. Donc là, c'est la fonction qu'on a créée. Cette fonction permet seulement d'initialiser un registre bx par la valeur 2. Donc, si je veux utiliser cette fonction-là, tout simplement, on fait call
le nom de la fonction, tout simplement. Donc, j'exécute mon programme. Il va appeler la fonction. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ce qui est à l'intérieur de la fonction, il va être exécuté. C'est-à-dire qu'il va initialiser le registre BX par. Donc, on va essayer de jouer avec la programmation en assembleur. Par exemple, on va essayer de créer une fonction qui permet d'afficher une chaîne de caractères, c'est-à-dire les fonctions qu'on a utilisées la dernière fois, print, string, on va essayer de la créer ici. Donc, pour cela, je vais déclarer un tableau, une chaîne de caractères qui contient hello world. Et la chaîne se termine par la valeur 0, c'est-à-dire le traitement qu'on va faire va être basé sur la valeur 0. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'on fait? On va créer une comparaison entre crochet SI, parce que là, on va utiliser un pointeur. Donc, avant d'appeler la fonction, on va initialiser un pointeur. Donc, il va pointer sur les caractères. On va le comparer avec 0. Donc, s'il est égal à 0, donc normalement, on doit y aller vers la fin. Donc, on va créer ici une étiquette vide, fin. Pour arrêter l'affichage. Sinon, on doit y afficher. Donc, on a vu comment afficher caractère par caractère. Ici, on va afficher caractère par caractère. Donc, move AH, c'est la fonction 2 qui permet d'afficher un caractère. Le caractère, on doit le stocker dans le registre DN. Donc, ce caractère qui est... Parce que quand il va venir ici, donc c'est différent de 0. Donc, on doit le stocker dans DN. Et on appelle l'interruption it 21H. Donc, ces trois instructions vont afficher le caractère qui est différent de 0. Donc, puis on doit passer le caractère suivant. On incrémente le pointeur parce qu'on suppose ici qu'on a déjà un pointeur qui sélectionne les caractères et on met un jump vers une étiquette. C'est-à-dire le fait de revenir vers la première comparaison. C'est-à-dire là, on va créer notre étiquette. Donc, d'accord. Donc maintenant, si je désire appeler ma fonction ou ma procédure, tout d'abord, avant de faire ça, je dois initialiser ce pointeur-là. C'est-à-dire le paramètre de cette fonction ou de cette procédure va être le pointeur. Donc, move si offset de message et tout simplement, on appelle la fonction. Donc, voilà ce qui va passer. On va y aller étape par étape. Donc, il va comparer le premier caractère. Et il va l'afficher. Donc, il a affiché le premier caractère, c'est H. Puis, il va passer le caractère suivant. Puis, il va passer le caractère suivant jusqu'à la fin de la chaîne de caractères. Et comme ça, on a créé une procédure qui permet d'afficher et qui remplace les procédures qui sont déjà prédéfinies pour l'affichage.